Alors, on va commencer ce podcast d'aujourd'hui donc avec un petit hommage à l'attentat en fait. Enfin, c'est plutôt une commémoration de l'attentat du 12 mars 2012 et on va le faire en vidéo pour commencer. Il est rentré dans la mosquée, il était porteur d'un sac à dos. Il aurait sorti un couteau et une hache. Et ensuite, il aurait versé des produits accélérants, de l'essence, pense-t-on, pour mettre le feu. Et qu'un message, c'est de condamner tout acte de violence à l'égard de quiconque doit être condamné avec la plus grande fermeté. Qu'il s'agisse ici de la communauté chiite, qu'il s'agisse d'une autre communauté, c'est inacceptable et ça demande une réaction d'État qui soit forte. Alors, le 12 mars 2012, donc, la communauté chiite de Belgique était frappée de plein fouet par un attentat terroriste ayant conduit, ou plutôt amené à la mort du martyr Cheikh Abdullah Dahdoux. Et pour commencer ce podcast justement commémorant cet attentat, on a parmi nous ici deux invités. Donc Mohamed Baqir Sadr, Cheikh Abdullah Dahdoux ont la foi chiite en commun avec nos invités d'aujourd'hui. Et alors voici notre sœur Soumaya, Isabelle Preil, si je ne me trompe pas, et Dr Hassan Haïdar. Donc ancienne membre de l'exécutif des musulmans de Belgique, fondatrice du mouvement Al-Kawthar et convertie à l'islam, notamment par les ouvrages de Sayyid Mohamed Baqir Sadr. Que la paix soit avec vous, bienvenue parmi nous. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous tous aussi. C'est un honneur d'être présente dans ce lieu qui porte une grande symbolique. Et c'est un honneur aussi de pouvoir être à cette occasion qui vise à rendre hommage au premier martyr de l'islam ici en Europe, en Belgique en particulier, avec tout ce que ça représente comme temps fort. Ok, si vous pouvez juste vous rapprocher un peu plus. Ouais. Et alors, donc administrateur du centre Memreda, ancien professeur à l'Université catholique de Louvain, docteur en informatique, docteur Hassan, merci à vous de nous accueillir ici dans vos locaux. Un petit mot peut-être pour vous introduire. Salam alaikum, merci pour vous aussi pour être là. Les centres, les locaux de centre sont à votre disposition, donc bienvenue. Et juste ici, je voulais mentionner que je suis toujours chercheur à l'UCL, donc ah oui, d'accord. en informatique. Et peut-être préciser que je suis toujours membre de l'Assemblée générale de l'exécutif qui ne se réunit plus et qui a connu à nouveau une forme de coup d'État, si je peux dire. Bon, il y aura des explications par la suite. Ok, super, merci pour ces clarifications tous les deux. Alors, merci tout d'abord de nous avoir honorés de votre présence pour cette commémoration. Alors, je vais me tourner vers vous, chère sœur Soumaya. Donc, sur Ahl Bayt TV, vous disiez que vous vous êtes converti à l'islam, notamment grâce aux ouvrages de Sayyid Mohamed Baqir Sadr et notamment son approche rationnelle. Comment est-ce que vous avez embrassé le chiisme et quel a été l'impact justement du chiisme sur votre vie? Pour situer ma décision d'embrasser l'islam chiite, il faut peut-être le resituer par rapport à un parcours d'enfance, savoir que j'ai été bercée dans les principes du christianisme et donc je suis passée par le baptême, la profession de foi, la petite communion aussi. Mais j'ai été baignée dans un milieu de valeurs où d'un côté, ma grand-mère, qui était une fervente chrétienne pratiquante, s'est occupée de moi et de mon éducation toute une partie du temps où ma mère travaillait. Et donc m'a transmis cet amour de la foi quelque part. Et de l'autre côté, des parents qui étaient très critiques par rapport à toutes les exactions, les horreurs commises par les hommes au nom de la religion. Et donc du coup, ça m'a inspiré un esprit critique par rapport à la manière de s'en remettre à la religion. Donc ça m'a accompagnée en même temps avec toutes des valeurs qui ont été transmises, qui étaient assez importantes. Et bon, je prends juste un peu de temps pour expliquer ça parce que ça prend son sens quand on comprend pourquoi j'ai embrassé l'islam. Donc les valeurs de justice, de défense de l'opprimé, essayer de ne pas être manipulé par l'information, avoir un esprit d'ouverture tant par rapport aux juifs qu'aux chrétiens, qu'aux mormons, qu'aux témoins de Jéhovah, par rapport à la diversité culturelle et ethnique dans mon enfance, ce sont des choses qui m'ont marqué, qui ont été transmises par mes parents, accompagnées donc d'un questionnement, est-ce que Dieu existe ou pas? Et donc, malgré les rituels chrétiens, de savoir les communions et autres, je n'ai pas trouvé des réponses satisfaisantes. Et donc, mon questionnement sur l'existence de Dieu m'a accompagnée jusqu'à ce que je découvre une communauté musulmane, mais d'origine marocaine, dans le quartier où j'habitais, du Côte-Nivelle. Et donc, certaines pratiques d'attention par rapport aux aînés, de solidarité, m'ont amené vraiment
avoir des Peut-être choses. juste pour préciser, cette communauté musulmane, donc d'origine Mm. marocaine, elle était sunnite, chiite. Au départ, mon amie adolescente et sa famille étaient sunnites. Mais donc, je veux dire par là que ça m'a ouvert une porte sur des pratiques d'inspiration musulmane qui ont vraiment écho au fond de moi. Donc, je trouvais qu'il y avait, au-delà des préjugés qu'on peut avoir à l'égard de l'islam, qui était toujours perçu comme barbare et autres, des valeurs de société, de solidarité, de partage social, d'attention par rapport aux parents, aux aînés, que je trouvais assez fort. Donc, ça m'a permis d'élargir ma découverte d'une communauté que je ne connaissais pas. Et puis, concours de circonstances a fait que je suis rentrée en contact aussi avec des personnes qui étaient devenues chiites. Et à travers les ouvrages que j'ai lus de Mohamed Bakr Sadr, j'ai pu trouver dans ses descriptions, parce que j'étais assez portée sur l'aspect scientifique des choses et rationnel, la démonstration de l'existence de Dieu. À ce moment-là, je me suis dit, je suis convaincue que Dieu existe. Pour moi, Dieu nous laisse des modes d'emploi pour vivre en harmonie avec la société. Je dis, le christianisme, j'en viens. J'ai une approche critique parce que je n'arrive plus à retourner à l'essence du message à travers les récits que l'on a. Le judaïsme, la pratique du peuple élu et la discrimination à l'égard des autres non-juifs me pose souci, ne correspond pas du tout aux valeurs de justice que j'ai. L'islam, pour moi, s'inscrit dans cette continuité-là, dans la continuité des valeurs qu'on m'a transmises, mais je sais qu'avec l'islam, j'ai encore deux voies. J'ai le sunnisme et le chiisme. Mais comme on peut peut-être entendre dans mes propos, j'ai une quête d'authenticité. Comment arriver, avec le parcours que j'ai transmis par mes parents, arriver à un message qui est le plus fiable par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et je trouvais d'abord donc, dans le chiisme, à travers les imams, une possibilité d'en revenir aux sources et à l'information sans avoir d'interprétation humaine qui modifie l'élément et le transfert de données. J'ai trouvé à travers l'islam chiisme, chiite, le fonctionnement de la marjaïa, donc la jurisprudence avec les grands savants qui sont là pour nous accompagner dans notre questionnement le temps que l'imam soit en occultation. J'ai trouvé aussi une place en tant que féministe dans le sens où je ne supporte pas les dominations à l'égard des femmes. Ça, c'est depuis mon enfance. J'ai trouvé dans le concept chiite une manière d'octroyer à la femme un rôle important sous l'emblème de Fatem Zahra et Saïda Zainab. Et donc, pour donc peut-être tout ça, résumer... et je termine. Et donc finalement, j'en suis arrivée à la conviction que l'islam chiite était la réponse à ma quête d'enfance et que c'était une manière de réaliser mon choix et mon parcours d'évolution personnelle au niveau spirituel. Donc en fait, c'est ce qui vous a motivé, si on veut, dans cette quête, c'est surtout le principe de justice. De justice, de retour à l'authenticité, d'avoir des garanties que je ne suis pas que je suis en adéquation avec les exigences de Dieu et que je suis en phase avec mon temps. Ok, super. Ça nous ramène justement, vous parliez de quêtes que vous avez entreprises, ça nous ramène un petit peu à l'histoire de ce centre. Donc, vous avez raconté un petit peu votre histoire. Alors, à vous, Dr Hassan, en 1994, l'ASBL, Association Islamique Rida, vu le jour. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire dans les grandes lignes jusqu'à 2012 ? On va s'arrêter jusque-là. Ok, tout d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, la fondation du Centre Imam Rida a passé dans plusieurs phases. Principalement, il y a 3 phases. La première phase, c'était en 1994, où la personne morale a été créée, qui s'appelait Association Islamique Rida. Et donc, les locaux ont été dans un endroit loué. Donc, par après, les fidèles de plusieurs origines et de plusieurs groupes, ils se sont rassemblés et ils ont décidé d'acheter un local qui sera donc pour la communauté et qui sera le premier centre chiite et mosquée chiite en Belgique. Et c'est là la deuxième phase qui a commencé. Et donc, en 1997, on voit la création du centre Imam Rida qui se trouve ici rue Dr de Mersman, numéro 33, à Anderlecht. Et par après, donc, en 2012, après l'attentat, on voyait que un des objectifs de cet attentat, c'était de limiter la croyance chiite et de faire peur aux chiites de Belgique. C'est pour cela donc il y avait une décision par les militants et les fidèles chiites de Belgique de un peu agrandir la mosquée. C'est pour cela qu'ils ont acheté donc un nouveau endroit qui est directement à côté de cette locale. Oui. Et maintenant,
Après, donc, Si on s'arrête justement à une époque que moi personnellement j'ai connue, donc on va dire, bon, j'avais 7 ans en 2000, donc entre 2000 et 2012, moi je me souviens quand je venais au centre Imam Reda, il y avait des gens issus de différentes cultures. Donc c'est je ça pouvais en fait que je voulais rencontrer. parler en fait, c'est que là j'ai juste abordé historiquement la ligne historique de l'évolution du centre Imam Reda. Maintenant, je voulais en fait le rejoindre par parler de l'identité du centre Imam Reda. En fait, l'objectif principal du centre Imam Reda, c'est que créer une institution musulmane chiite en Belgique, belge, et qui satisfait les besoins religieux, sociaux et culturels pour la communauté musulmane chiite de Belgique. Et cet objectif sera réalisé hormis tout ce qui est ethnique ou toutes sortes de discriminations sur base de race ou de sexe ou autre, mais plutôt centré sur l'homme et ses besoins, et que ce soit homme ou femme, dans ce sens. Et puis, par rapport à Ouais, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Mais justement, pour parler moi de cette époque-là que j'ai connue, donc il y avait vraiment des gens issus de différentes cultures et origines. Moi, je me souviens, il y avait des groupes de jeunes en fait qui se réunissaient. Donc il y avait des jeunes d'origine africaine subsaharienne, d'origine asiatique. Et il y avait même des amis à moi aujourd'hui qui étaient des Belges de souche, donc qui n'ont pas d'autre origine si ce n'est l'identité belge. Et c'était génial de tous se retrouver ici, justement. Et c'est sur ça que je vais rebondir avec vous, chère sœur Soumaya. C'est comment est-ce que vous avez rencontré la communauté chiite et comment est-ce qu'elle s'est faite cette rencontre et ensuite la rencontre avec le centre Imam Reda. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Il faut d'abord resituer que je suis devenue musulmane en 1984. Et donc, mon premier contact, juste avant que je sois vraiment décidée et affirmée dans mon choix, j'ai d'abord eu le premier contact lorsque on a eu les fameux martyrs iraniens qui ont été gazés lors de l'attaque de l'Irak envers l'Iran, donc dans les années 80. Et donc, j'ai pu être témoin de la vie, de l'existence, de la présence et témoigner donc de ce que certains rites pouvaient être au sein de la communauté chiite en son temps. Et donc, le contact que j'ai eu avec la mosquée Imam Reda, donc ça remonte à son ouverture à la rue du Prétoire, donc le premier bâtiment qui était loué. Et donc c'est sûr que c'était quelque chose de particulier dans le sens où existaient différents centres qui étaient soit iraniens, soit marocains, soit pakistanais, chacun avait son identité culturelle ou ethnique d'origine. Mais la particularité vraiment que ce centre avait, c'était de pouvoir justement impulser une dynamique de la pluralité des identités des citoyens belges d'origines diverses, mais qui se rejoignent autour d'un vecteur et d'une facette commune qui est la Belgique. Et donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose de particulier parce que ça veut dire que ça prend pleinement en compte une facette de notre spiritualité, c'est l'aspect religieux, c'est la pratique de tous les jours, mais ça veut dire aussi pour moi que ça marque le coup avec une attache plus forte avec le territoire sur lequel on vit, avec la nécessité de prendre en compte son contexte et avec le fait qu'en partant du centre Imam Reda, finalement, certains membres de cette communauté sont partis pour faire des études. Et donc, des gens du terroir sont partis de ce centre pour étudier et revenir avec un bagage religieux qui est encore relativement absent sur notre territoire et permettre de revenir accompagner les fidèles. Et donc, en cela, je pense que c'est un grand hommage parce que je pense que le premier et le précurseur, c'est l'imam Shahid Abdullah Dahadou, que je salue au passage et je rends hommage à sa famille aussi, qui ont vraiment tenu le flambeau et qui honorent au quotidien le sacrifice et le choix que leur mari et leur père a fait. Et alors, ce qui était particulier aussi au centre Imam Reda, c'est que moi, c'était le premier centre. J'ai 4 enfants, donc ils étaient en plein âge d'apprentissage. Donc, c'était l'occasion vraiment de trouver un centre qui met à disposition des jeunes un processus qui allie loisirs, puisque je me souviens qu'ils avaient des arts martiaux, aussi bien pour les filles que pour les garçons, avec les approches d'arabe et de cours religieux. Donc, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, répondait à une nécessité de pouvoir combiner le loisir avec la religieuse dans une société de consommation de tout ce qui est activités diverses et autres. Et alors, ce que j'appréciais énormément aussi dans ce centre, c'est que, vivant dans un état de droit, j'avais difficile à intégrer que certaines communautés avaient peut-être plus difficile à vivre ouvertement et pleinement leurs pratiques religieuses. Et ça, ici, au centre Imam Reda, c'était l'occasion de se dire,
nous n'avons pas besoin d'avoir des barrières dans notre pratique et nous pouvons vivre ouvertement et pleinement les commémorations et autres. Et donc, c'était vraiment une manière de vivre pleinement son approche religieuse, avec en plus l'occasion d'avoir des grands savants. Je repense au défunt Seyyid Tabatabai, qui a vraiment, pour moi, dans ma vie, eu un impact prédominant, parce que je voyais vraiment quelqu'un de religieux avec un savoir éminent et conséquent, mais se comporter humblement et mettre tout le monde à l'aise et être à l'écoute de tout le monde dans un discours et des propos qui étaient très touchants parce que ça sortait de l'ordinaire de ce que je pouvais voir d'habitude et qui a vraiment essayé d'accompagner les familles dans leurs difficultés, les jeunes, et de vraiment dispenser un savoir avec le regret qu'il ne pouvait pas être ici de manière constante. Ah oui, justement, vous parliez justement de ces deux éminents savants qui nous ont quittés. Ça nous ramène en fait tout simplement à il y a 9 ans maintenant. Ouais. Il y a 9 ans, 2012, une année particulière, un accident en Suisse, à Sierre, des enfants décèdent dans un tunnel. Et au même moment, le 12 mars 2012, un fou furieux entre dans le centre Imam Reda, y met le feu, prend une hache, casse toutes les fenêtres, les portes, etc. Finit par blesser un fidèle qui était en train de prier ici. Et malheureusement, Cheikh Abdullah Dahadou, l'imam à l'époque de la mosquée, décède. Quel a été l'impact de cet attentat sur vous en tant qu'administration et en même temps sur la communauté du centre Imam Reda? Oui, mais avant de répondre à cette question, juste je voulais mettre en évidence une chose, qu'il y a une particularité du centre Imam Reda par rapport à d'autres lieux de culte ici à Bruxelles et en Belgique, c'est qu'il y a une diversité et que cette diversité lui fait vraiment une figure particulière, riche, et qui permet aussi de présenter un exemple de pluralité et de diversité culturelle qui s'unissent ensemble et qui se convergent afin vraiment de présenter la foi de l'islam. C'est qui parle du verset du Coran que إنما خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم, c'est-à-dire il n'y a pas une différence sur base ni de l'ethnie ni de la racine, etc. Mais plutôt non, c'est lui qui fait mieux, c'est lui qui aura récompensé à la fin. Donc l'objectif, c'est que cet homme fait connaissance de l'autre homme et vivre ensemble en toute une cohésion sociale effective, on va dire, dans ce sens. C'est pour cela le centre Rida, finalement, donc actuellement, il est un centre ouvert à tout le monde et il se définit comme un centre musulman chiite belge, qui n'appartient pas à un groupe donné, mais plutôt, non, c'est un centre musulman chiite belge. Voilà. Je voulais peut-être juste préciser une chose que j'ai oubliée, que je pense qu'il y a son importance. Je tiens à rappeler que dans le parcours, vous avez mentionné que je suis fondatrice, mais on est cofondatrice à plusieurs du groupe Kautar. Et le centre Imam Reda a été le premier centre à nous ouvrir la porte et à nous permettre de tenir nos réunions ici dans ce bâtiment. Donc je tenais quand même à rapporter cet événement-là aussi. Et puis le fait aussi que du vivant de Cheikh Abdullah Dahadou, il a impulsé avec d'autres frères la possibilité que des femmes prennent la parole. Et je pense que j'étais une des premières à prendre la parole dans une commémoration où hommes et femmes étaient présents. Et donc je pense que c'est vraiment un élément, je trouve, progressiste et précurseur par rapport à la dynamique et l'esprit dans lequel le centre s'inscrit. Oui, justement, en parlant de lui, donc en parlant de Cheikh Abdullah, quand il est tombé en martyr, qu'est-ce que ça a représenté, justement, pour revenir sur la question, hein, mais qu'est-ce que son martyr et l'attentat contre la communauté chiite, et notamment le centre Imam Reda, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous, l'administration, et ensuite sur la communauté de votre centre? En fait, l'attentat qui s'est passé à ce jour, le 12 mars, vraiment c'était un jour très crucial pour la communauté chiite de Belgique. Et il y a un changement fondamental qui s'est passé après cette date. Donc ce qui est avant le 12 mars, ce n'est pas comme ce qui est après le 12 mars. Tout d'abord, on ne sait pas vraiment les volontés derrière cet attentat. Ce qui a été dit, ça a été dit, mais finalement, donc, il y a une action de violence qui a visé la communauté chiite. Alors juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, ce qui a été dit a été dit. C'est quoi peut-être ce que vous pouvez illustrer ce propos-là? Dans le tribunal, par exemple, le juge, ou plutôt la juge, n'a pas été convaincu que c'était un acte terroriste, mais plutôt
quelque chose d'autre qui est parti d'une initiative personnelle. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas prendre une position si c'est vrai ou non, ou c'est un acte terroriste, mais finalement, les conséquences qui ont eu lieu, ce sont vraiment des conséquences graves. Ben, l'objectif, c'était d'attaquer la mosquée à l'heure de prière du Maghreb, donc le début du soir. Et là, heureusement que la personne qui a fait l'attaque, il est venu un peu plus tôt en pensant que c'est le moment de la prière, alors qu'il restait un peu plus ou moins 10 minutes pour la prière. Et donc, les fidèles n'étaient pas encore là, tous rassemblés pour la prière. Imaginons qu'il est venu au même moment de la prière. Alors là, à cette époque, il y aurait une massacre, vous voyez, une dizaine ou une vingtaine ça aurait de été personnes. plus dramatique. Oui, c'était plus dramatique et les conséquences seront plus lourdes. Et alhamdoulilah, donc, qu'est-ce qui se passait? On dit toujours, nous appartenons à une religion dans laquelle il y a le concept de l'alhamdoulilah. Voilà, c'est passé donc cette attaque. Et finalement, parmi les conséquences les plus lourdes, c'était le décès de notre bien-aimé Shahid Cheikh Abdullah Dadou, rahmatullah alayh. Et vraiment, c'était un moment très triste parce qu'il nous a quittés. C'était parmi les personnes les plus pionniers de ce centre, souriant toujours. Je le connais pendant plus ou moins 3 ans, à partir de 2009-2008, je pense. Et j'ai pris des cours avec lui. Et vraiment, j'ai écouté ses discours qui étaient vraiment très importants pour la communauté et qui m'a influencé personnellement sur mon chemin, sur mon parcours religieux. Ici, il faut mentionner une chose, que ce qui a été ciblé, c'est le centre en tant que tel. Et donc, c'est la communauté chiite qui a été ciblée. Exactement, oui. Et le fait que son imam a été martyr, et il est mort, donc, ou plutôt il était la victime, ça vraiment influence émotionnellement la communauté. Parce que ce n'est pas acceptable. Et pourquoi? Il y a une question ici qui vient. Pourquoi les chiites de Belgique sont là depuis longtemps? On ne voit pas vraiment de leur part aucune action qui est contre la loi ou contre les autres. Et si aussi on revient un peu, on élargit le cercle, on voit aussi les chiites dans le monde, on n'entend pas beaucoup des histoires de violence liées aux chiites ou même à la croyance chiite. Et ici, on vit dans un pays qui est vraiment un pays révolutionnaire au niveau du droit de l'homme. Et dans la Constitution, il y a une expression explicite de la liberté de croyance et la liberté de conviction, et d'expression, pardon. Et donc là, la croyance chiite, musulmane chiite plutôt, c'est une croyance comme les autres croyances et mérite d'être ici et vraiment ne porte qu'un message de paix pour tout le monde. Oui. Voilà. Donc, peut-on dire qu'à partir de là, justement, vous, en tant qu'ancienne membre de l'exécutif des musulmans de Belgique, et vous dites que vous êtes encore membre de l'Assemblée générale, en tant que femme musulmane chiite, et d'ailleurs convertie à l'islam, quelles ont été justement les difficultés auxquelles vous avez fait face quand vous étiez membre de l'exécutif des musulmans de Belgique, on va dire membre active? La première chose, je dirais en tant que femme, malheureusement, mais ce n'est pas propre au milieu musulman. Je pense que c'est une réalité de notre société qui a encore des difficultés à mettre en pratique la réalité des principes d'égalité homme-femme. Je dis égalité, mais bon, j'apporte une nuance. Pour moi, le principe d'égalité homme-femme, c'est qu'il y a une complémentarité homme-femme et l'égalité, pour moi, prend son sens avec mes références musulmanes. Donc, je tiens à préciser cet élément-là. Et donc, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, pas seulement l'exécutif, mais l'exécutif aussi, une femme, pour se faire entendre, doit utiliser de plus d'efforts et de plus de moyens, parce que dans un milieu où d'abord, il faut savoir qu'on était minoritaire sur une équipe de 17, on était 2 femmes. Ah oui. Et donc déjà, en termes de représentativité, c'est déjà pas beaucoup. Mais bon, je ne fais pas la promotion non plus de mettre une femme absolument pour une femme. Pour moi, les personnes doivent être mises en fonction de leurs compétences. Mais ça veut dire que dans un milieu, de manière générale, dans une société belge, c'est une réalité qui touche tous les milieux. La difficulté d'implication des femmes à tous les niveaux, dans les niveaux de pouvoir. Et en plus, la difficulté à se faire entendre. Mais dans un milieu qui a cette tradition,
je dirais, que je dirais un peu tribal ou archaïque pour certains. Je crois que je vais dire les choses où il y a une culture qui quelque part, entretient, dans certains cas, un peu plus de discrimination ou de maltraitance envers les femmes. Mais je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile d'être considéré dans un milieu où il y a une majorité masculine. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir mis sur la voie qui m'a permis de rencontrer Fatem Zahra et Saïda Zeynep, que la paix soit sur elle, parce que finalement, c'est un fameux enseignement que de dire que une femme à part entière, c'est un être humain à part entière, indépendamment de ce qu'elle a un foulard ou pas, parce que par rapport à la société où on vit, on accorde encore beaucoup d'importance à l'extérieur ou au sexe qu'on peut avoir, mais nous sommes des êtres humains à part entière, et qu'elles donnent un message et elles impulsent une force pour pouvoir tenir face à des injustices, pour pouvoir mettre un cadre. Et donc ma mission à l'exécutif, j'étais en tant qu'être humain pour défendre les intérêts de tout le monde, donc pas spécialement la communauté chiite. J'ai été élue d'abord en tant que convertie, puisque malheureusement dans le contexte, les chiites n'étaient pas prédestinés à avoir une place ou une présence en tant que chiite. Donc c'est le fait d'être convertie et d'être femme qui a fait que j'ai accédé à cette institution. Donc j'ai défendu corps et âme, en tout cas, des principes de compétence, de transparence, et me suis opposée aux mauvaises pratiques qui sévissaient dans cette institution, dont la mauvaise gestion financière et autres. Et j'ai décidé avec plusieurs, finalement, après les exigences qu'on a eues, qui a fait qu'il y a eu pas mal de démissions et de gros problèmes, on a décidé d'essayer de reprendre le flambeau et de mettre de l'ordre. Donc en tant qu'être humain, c'est très difficile quand on défend des principes et des valeurs de le faire. En tant que femme, encore plus, parce que ça veut dire redoubler d'efforts. Et quand on a des principes de justice, de démocratie, de compétence, avoir des procédures correctes, il a fallu que je me batte doublement dans un milieu qui n'est pas très attentif à ces règles-là. Et alors, en tant que chiite, c'est vrai que là, personnellement, je suis au regret. Je pense qu'on était quoi ? Je pense, à mes souvenirs, on était 3 au départ dans l'Assemblée générale à être membre au sein de l'Assemblée générale, donc où il y avait 60 des membres, mais je me retrouvais seule à l'exécutif finalement. Je ne peux pas mettre en place tout un rouage ou tout un système qui soit vraiment attentif à nos droits en tant que minorité. Et c'est un constat clair que l'exécutif a vraiment une frilosité influencée par les politiques des pays d'origine. Je cible entre autres la Turquie et le Maroc, qui mettent vraiment à mal le fait de pouvoir vivre librement sa pratique religieuse ici en Belgique. Et concrètement, ça se traduit comment ? Des professeurs de religion musulmane chiite, on leur a clairement fait signer des contrats pour qu'ils ne parlent pas du schisme dans les cours. Les formations et les programmes ne prennent pas en compte la particularité chiite. Il y a un conseil du théologien qui est attaché à l'exécutif et qui comporte une douzaine de personnes dont je ne connais pas le profil, ni les compétences, ni la manière dont ils ont été sélectionnés. Mais il y a toujours eu un refus depuis le début à ce qu'il y ait un représentant de la communauté chiite qui soit présent. Et les procédures en elles-mêmes de reconnaissance des mosquées font qu'elles se sont calquées quelque part sur le système des paroisses où vous avez un quartier avec une église et les fidèles du quartier vont dans l'église. La plupart des mosquées turques et marocaines fonctionnent un peu de la même façon. Vous avez une mosquée qui émerge dans un quartier, les Turcs vont dans les mosquées turques, les Marocains vont dans leur mosquée marocaine, dans le quartier où ils habitent. Et donc toute la législation a pris ça en compte. Et donc par exemple, pour qu'une mosquée qui est une mosquée d'une communauté minoritaire puisse avoir ses droits, ça veut dire que dans un quartier ou dans une commune, il faut qu'il y ait plus de 200 fidèles inscrits dans cette commune. Donc, ce que je veux dire, c'est que la procédure n'a pas pris en compte les particularités des communautés minoritaires, parce qu'il n'y a pas que le schisme qui est minoritaire dans la communauté. Il y a d'autres communautés qui existent aussi et qui ont le droit de vivre librement leurs pratiques religieuses, comme l'islam le promeut. Et donc, il y a vraiment une difficulté à ce que le schisme et les communautés minoritaires de l'islam en Belgique soient prises en considération. Et voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Peut-on donc dire alors que la communauté chiite n'était pas suffisamment prise en compte au sein de l'exécutif des musulmans de Belgique, et que d'une autre part, ce qui malheureusement est arrivé plus tard, avait peut-être un lien de causalité avec le fait qu'on n'était pas pris en compte, donc on était livré à nous-mêmes un peu, et que c'est malheureusement ce manque de reconnaissance ou de conscience de notre présence qui a un peu conduit à ce qu'un fou, tout simplement, un terroriste, vienne et s'attaque à la mosquée. Il y a différentes choses. Je pense que de manière générale, il y a une difficulté dans la communauté issue de l'immigration à être au courant et au fait des lois et des droits qu'ils ont. Donc ça, je pense que ça frappe tout le monde. Et donc, il y a vraiment un besoin de l'information
d'aller à l'information et de connaître ses droits. Donc je pense que la communauté n'est pas encore bien au fait qu'elle a des droits et qu'elle a droit d'être représentée et qu'elle a droit à réclamer certaines choses aussi. Donc je pense qu'il y a une part de responsabilité qui vient de la base. Normalement, il y a des principes qui disent que les droits, il ne faut pas attendre qu'on vous les serve sur un plateau, il faut les chercher et les revendiquer là où ils se trouvent. Et dans la loi belge, dans la loi en général, on est censé connaître ses droits et les lois. Donc ça, je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une volonté quand même aussi d'écarter la communauté chiite et les minorités de l'accès à leurs droits, dans le chef de l'exécutif aussi. Alors, le pourquoi du comment, je ne vais pas trop peut-être rentrer là-dedans, mais par contre, en tout cas, je tiens à mettre en évidence une réalité, c'est que j'estime pour moi qu'il y a 2 poids 2 mesures, dans le sens où, dans la manière dont l'attentat qui a frappé de plein fouet notre communauté ici, pour moi, a eu des manquements dans la gestion. Je respecte la loi, je m'en remets aux décisions de justice, mais je n'arrive pas à comprendre que pour moi, un acte terroriste est un acte où on essaie de semer la terreur. Dans le cas qui nous concerne, les propos qu'on a entendus ont clairement montré qu'on a eu une importation en Belgique de conflits internationaux. Ces conflits internationaux ne sont pas neufs. Parce que finalement, la haine anti-chiite, c'est une réalité qui existe sur notre territoire. C'est une réalité qui a été véhiculée par des discours wahhabites salafistes depuis des décennies. À partir du moment où nos États européens ont fait le choix de nommer le Vatican des musulmans, l'Arabie saoudite, ils ont ouvert clairement la porte à une lecture littéraliste, mais qui est dans le rejet de la diversité, pas seulement des chiites, des chrétiens et d'autres croyances, et même de la non-croyance. Donc on a vraiment laissé un terreau se cultiver de haine envers la diversité, alors que l'islam est un message de paix, où l'imam Ali a été très clair dans ses propos, quand il a dit à Malek Ashtar, les hommes sont de 2 sortes, ou bien tes frères dans la religion, ou bien tes égaux dans la création, qui pour moi met la base et le socle même de la cohabitation pacifique du savoir-vivre ensemble. Et donc pour moi, il y a un terrain qui a été entretenu avec des discours de haine qui ont été envenimés par l'actualité internationale qu'on a connue en Syrie, en Irak. J'ai été confrontée à pas mal de réactions de gens où je me dis vraiment, il y a des amalgames et on a réussi à instrumentaliser, à ethniciser certains conflits politiques du colonialisme en essayant d'ouvrir une dualité et d'amplifier une dualité existante entre sunnites et chiites, puisque malheureusement, c'est ce que certains ont essayé de prétendre. Mais ce que je trouve malheureux, c'est qu'il a fallu que la communauté chiite en paye le prix. Il a fallu que Abdullah Dahdoux, cher Abdullah Dahdoux, que son âme repose en paix, il paye le prix de sa vie. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a eu vraiment, à la suite de ça, des prises de conscience. Il y a eu des élans au sein de la communauté musulmane, au sens large du terme, afin de ne pas se laisser avoir par les remparts et les frontières qu'on essaie de mettre entre les communautés. Et j'ai vraiment vu à ce moment-là qu'il y avait une possibilité de faire évoluer les choses de manière positive. Donc, il y a des gens positifs qui sont là, il y a des gens qui veulent vraiment une cohabitation pacifique, il y a des outils qui sont là pour qu'on réinvestisse nos droits. Et je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire et que les personnes qui sont conscientes de ces éléments-là, mais il est temps qu'on redresse nos manches, qu'on retrousse nos manches et qu'on aille de l'avant. Justement, en parlant de ce point-là, le centre Imam Reda peut-il aujourd'hui garantir que ce qui est arrivé en 2012 ne se reproduira jamais ? Et si oui ou non, quels sont les arguments en fait en faveur du oui ou du non ? En fait, ni oui ni non. Tout d'abord, le centre Imam Reda, c'est pas sa mission de garantir la sécurité interne. Ici, c'est un centre et donc une institution comme n'importe quelle institution qui fait partie de la société belge, de ce mosaïque riche. Et c'est donc le job des autorités belges de garantir que ce qui s'est passé en 2012 ne se répète pas. Ici, nous sommes des citoyens, comme les autres citoyens, on a des droits et des obligations. Par rapport à nos obligations, on est là pour les satisfaire à 100%. Et si jamais quelqu'un y fait une erreur, il doit assumer ses erreurs. Par rapport donc à garantir, à ne pas se répéter, donc je ne peux pas répondre. Donc ça, ce n'est pas notre mission, c'est plutôt la mission des autorités. Mais, pour peut-être rebondir sur ce point-là, moi je remarque quelque chose au niveau de l'infrastructure ici qui n'existait pas avant 2012, ce sont les caméras de surveillance. Là, logistiquement, oui. On pourra par exemple dire qu'il y a certaines mesures qui ont été prises depuis là et récemment aussi.
Donc, au niveau de la sécurité interne des bâtiments, on a mis les locaux du centre Imam Rida en conformité avec les normes CMU, et aussi au niveau de la surveillance, comme la loi envisage, il y a donc une couverture totale de tous les locaux. Mais tout cela, ça reste minime par rapport à ce qui s'est passé. S'il y aura une attaque de telle ampleur de 2012, donc là, nous, on ne peut rien faire parce que ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de venir prier, vivre une sorte d'épanouissement partagé avec les fidèles et les membres de cette association, pas plus que ça. D'accord, oui. Voilà. Mais toujours pour rebondir sur ce point-là, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de minorités au sein de la communauté musulmane. Donc, je pense notamment aux chiites. Bon, il y a les chiites les plus répandus, disons, c'est les duodécimains. Il y a les ismaélites. Ensuite, dans le sunnisme, il y a les soufis. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le centre Imam Rida entretient de bonnes relations avec les autres communautés musulmanes, ou elles sont inexistantes? Je me souviens, quelques jours après l'attentat, lors de la marche blanche, il y avait effectivement quasi tous les musulmans en fait, qui s'étaient réunis. Tous les pour musulmans de l'Europe, en fait. Il n'y a pas uniquement de la Belgique. Il y en a eu des gens qui sont venus pour participer à la marche blanche de l'Allemagne, de la Suède, de la France, de Danemark, de la Suisse, de l'Italie. Donc vraiment, on a vu des gens qui venaient de la majorité des pays européens pour participer, surtout les pays européens du Nord, donc, qui sont venus pour participer à cette marche et pour dénoncer et condamner ce qui a été passé. Mais répondant à ta question d'un autre angle, en fait, là, je viens de me rendre compte, oui, là, ici, c'est oui, dans le cadre pour ne pas se répéter et pour que cette action ne se répète pas dans le futur. Il y a, à mon avis, deux missions. La première mission, c'est pour le centre en tant que tel, et une deuxième mission pour les autres composantes religieuses de cette société belge. Première, tout d'abord, il faut avoir des rencontres interreligieuses avec d'autres communautés islamiques et aussi avec d'autres religions ou composantes d'autres religions. Donc, il faut semer cette culture de dialogue avec les autres religions. Et nous, en tant que centre Imam Rida, on a essayé à plusieurs reprises et on est toujours dans cette phase. Donc, on a des communications avec des églises, surtout l'église qui est à côté de nous ici. Et donc, on a aussi des communications avec certains mosquées chiites, sunnites. Mais là, le contact il est très limité. Et ici, je tiens à remarquer cet retard de dialogue avec les mosquées sunnites. Ce n'est pas de notre côté, mais plutôt de la côté des frères sunnites. Je ne peux pas juger négativement ou positivement le fait, mais je parle juste de ce qui se passe actuellement. Mais il faut vraiment que le centre prenne des initiatives envers les autres. Par rapport aux autorités également, il y a des composantes qui sont de leur responsabilité de parler avec les religions et les représentants de certaines religions ou des groupes minoritaires. Là, ces organes publics doivent aussi prendre les initiatives pour rassembler les différentes composantes religieuses de la Belgique et aussi mettre une stratégie de dialogue et sortir avec des actions pratiques qui seront bénéfiques pour tout le monde. Ça, je pense aussi de telle manière. Je vous ai vus tous les deux à plusieurs reprises dans des échanges interreligieux. Maintenant, voilà, on est ici, on est aujourd'hui. Moi, je fais partie de la jeune communauté chiite qui est née ici en Belgique, qui a connu quasi le centre Imam Rida depuis sa naissance. Si vous aviez un message, tous les deux, chacun à votre tour, bien sûr, pour la jeunesse, quel serait ce message? On commence par vous, chère sœur. Quel message diffuser à la jeunesse? Je pense qu'il y a une particularité dans l'islam qui met un point d'honneur à maintenir les traits d'union entre les générations. Saisissez l'occasion de l'expérience des aînés pour vous nourrir et pour éviter que l'histoire ne se reproduise. Utilisez nos expériences pour vous grandir et aller de l'avant. Et impliquez-vous. Faites des études, prenez votre responsabilité en main aussi et faites en sorte que
on puisse coopérer là où c'est possible, mais que vous continuez à... Enfin, je pense que la présence et les droits, ce sont des choses qui se cultivent. Et donc, il y a un travail et que vous devez prendre la relève et aller de l'avant, mais saisir toutes les opportunités qui se présentent pour qu'on travaille entre les générations qui sont encore là, avec ceux qui sont encore vivants, et qu'on puisse vous soutenir et qu'on puisse en tout cas vous mettre en avant, parce que c'est vous qui êtes porteur de l'avenir et qui releverez le flambeau de la suite. Inch'Allah. Merci pour ce beau conseil. Docteur Hassan, quel est votre conseil justement à cette jeune communauté chiite belge, si on veut, et quels sont vos conseils justement à ces jeunes? En fait, je veux m'adresser donc aux jeunes de ma génération et des autres générations. Tout d'abord, ici, le centre, ce n'est pas un centre qui appartient à un groupe ou dominé par un groupe, mais plutôt ici, c'est un centre qui détient une culture et qui appartient à une religion bien définie. C'est pourquoi j'appelle tous les jeunes qui appartiennent à cette religion et à ce mouvement de croyance de rejoindre le centre et de s'exprimer et de proposer des activités et même parler de ce qu'ils souhaitent et expliciter leurs besoins afin qu'on travaille ensemble, ou plutôt afin qu'on puisse travailler ensemble pour satisfaire ces besoins et leur créer ici un environnement convivial et qui sera qui sera pour eux là où ils vivent tranquillement et qui satisfait leurs besoins religieux tranquillement. Et donc là, nous sommes à leur écoute. On veut bien répondre à leurs besoins, mais tout seul, on ne peut pas y arriver. On a besoin d'eux. Donc, je les invite à venir et à exploiter, découvrir cette ASBL et pour cette nouvelle administration qui est en place depuis plus ou moins 1 an. Ici, on a travaillé beaucoup pour définir une nouvelle stratégie. Et cette stratégie est axée principalement sur les jeunes et les besoins des jeunes, surtout les jeunes francophones. Et en fait, la majorité des jeunes chiites, ce sont des jeunes francophones. Et il y a également un groupe des néerlandophones. On essaye de faire notre mieux, mais tout seul, on n'arrivera pas. Donc, je les invite à venir et à découvrir notre stratégie qui est vraiment pour eux. Et notre premier objectif et ultime objectif, c'est vraiment d'accueillir les jeunes et satisfaire leurs besoins. Aux parents ou aux grands, moi aussi j'ai un petit message, c'est que je les invite aussi à venir et à travailler pour le profit de ces jeunes et travailler d'une manière à accepter l'autre et de ne pas vraiment rentrer dans des détails qui nous ramènent, qui nous met dans un cercle vicieux et qui ne ramène pas des profits pour cette ASBL. Et finalement, je voulais juste expliciter que ici, vous êtes au centre Imam Rida. À partir d'un certain moment, surtout lorsque nous, on est venus au conseil d'administration, on œuvre jour et nuit pour transformer le travail dans cette ASBL ou dans ce centre vers un travail institutionnalisé. Avant, les gens s'intéressaient beaucoup aux murs et aux locaux. Maintenant, on va s'intéresser à l'homme. Et donc, le fait d'installer une structure organisationnelle qui soit au profit ou qui satisfait les besoins de cette communauté et les jeunes de cette communauté et qui atteint les objectifs de l'ASBL, ça c'est pour nous primordial. On travaille pour ça, mais un main tout seul ne peut pas applaudir, on a besoin des autres. Donc la centre est ouverte vraiment à tout le monde. Et finalement, croyez-moi, ce que vous entendez, ce n'est pas comme vous le voyez. Il y a plein de choses qui se disent à gauche, à droite. Venez et découvrez la vérité. Sur place, par vos yeux. Merci. Bah écoutez, on arrive à la fin de ce premier podcast pour nous, qui ne sera pas le dernier. Donc, merci à tous les deux. Merci à vous, chère sœur Soumaya. Je vous remercie pour votre conseil. Justement, impliquez-vous
Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire à l'avenir. Dr Hassan, merci pour ces précieux conseils aussi, cet appel justement à vous rejoindre dans l'organisation de vos activités ou tout simplement en donnant notre avis. Et c'est ainsi qu'on va aussi inviter les personnes qui nous suivent et qui écoutent ce podcast à liker cette vidéo, la partager et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, que la paix soit avec vous et qu'Allah hâte l'apparition de notre bien-aimé imam Al-Mahdi.